Minembwe, la situation prend un nouveau tournant. Depuis le 24 juin, les hauts plateaux de Minembwe restent le théâtre de violents affrontements. Ce jeudi 25 juin 2026, plusieurs sources locales rapportent que des drones attribués aux rebelles du M23 poursuivent leurs attaques dans la région, tandis que les FARDC auraient repris plusieurs positions stratégiques, notamment Kitave, Kawera, Kalingi 1 et Kalingi 2. Ces développements pourraient marquer un nouveau tournant dans les opérations militaires autour de Minembwe Centre. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous sommes vendredi 26 juin 2026. Merci de nous suivre. Les dernières informations viennent de tomber. Restez avec nous pour ne rien manquer. Depuis mercredi, les FARDC ont lancé des contre-offensives sur plusieurs fronts. L'ennemi, Twirwaneho, Red Tabara, RDF, subit un feu sans précédent dans la zone. Les drones s'acharnent sur les lignes défensives RDF et les voies de ravitaillement Ilundu et Alangé en feu. Alerte Fizi-Minembwe. Des mouvements signalés dans la forêt de Magunda, un habitant tire la sonnette d'alarme. Une nouvelle alerte vient des hauts plateaux du Sud Kivu. Selon le témoignage d'un habitant impliqué dans la société civile locale, des mouvements de groupes armés auraient été observés dans la forêt de Magunda, à la frontière entre Fizi, Minembwe et Mwenga. D'après cette source, ces éléments emprunteraient l'axe Magunda-Kachongo en passant par des sentiers forestiers. Après avoir traversé la rivière Monjo, ils poursuivraient leur progression vers Massango avant de rejoindre d'autres positions. Toujours selon ce témoignage, des combattants affiliés à Red Tabara ainsi qu'à d'autres groupes alliés seraient présents dans cette zone. Ils s'approvisionneraient régulièrement en vivres et en produits de première nécessité au marché de Magunda avant d'acheminer ces marchandises par l'axe Maeta en direction de Minembwe. La même source affirme qu'une partie de ce ravitaillement serait ensuite transférée vers Kageregere, où d'autres combattants seraient également présents. Face à cette situation, l'intervenant appelle les autorités compétentes à renforcer les mesures de sécurité dans cette partie des hauts plateaux. Il invite également les forces de défense et les groupes d'autodéfense à maintenir une vigilance accrue afin de prévenir toute nouvelle infiltration. À ce stade, ces informations reposent sur le témoignage d'un acteur local et n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Les autorités compétentes ne se sont pas encore exprimées officiellement sur ces allégations. Par ailleurs, le contexte sécuritaire dans la région de Minembwe demeure particulièrement tendu ces dernières semaines. Que pensez-vous de cette situation? Donnez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Afro Info 243 pour suivre toutes les dernières informations sur la situation sécuritaire en RDC. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Adui kwa saa hizi anaingia iko fasi wanaita Magunda. Magunda inaonekana iko yule wa Magunda. Maana kutoka Magunda unaingia Kashongo, maana mpori ya Magunda. Adui ukipanda njia ya Uvira unaingia Masango na uvuka mtoni wanaita Mushojo. Mushojo unaingia Magunda. Magunda unatoka pale Magunda mgrupema bashimukinjide. Maanake mpori ya Magunda tunaweza sema Kashongo unatashukia fasi mwa wanaita Ruhumba. Adui anaingia pale iko mwingi Red Tabara. Ile Red Tabara iko mingi sana. Ile Red Tabara iko nauza machakula mle msoko ya Magunda, msoko ya 3. Inauza chakula, inapeleka inakuwa njia ya Maeta. Njia ya Maeta inaleta mpaka kwenye iko naleta mpaka wa Minembwe.
iko na iko na katakata inaletea bandugu zake. Inauza chakula pale Magunda, inapeleka mpaka Kageregere. Kageregere inapatikana msheferi de Bafuliru, inapatikana msheferi de Bafuliru ile Kageregere. Pale huko wengine adui wa M23 wanachangana. Biko mingi. Manake hiyo jo itembee kwa mtoto wote kwenye kwa mzalendo wote. Na najua watoto wa pale Masango wote mpaka territoire pale Mo Plateau wanajua kama adui deja na jikosi pale. Inabidi kikosi kiongezeke mingi, serikali iongeze na wazalendo wakuwe wengi, kwa maana wiko katika pori na wiko wanashinda msoko na wanarudia. Vraiment adui iko mwingi, mwenye iko na revitae wa Minemba na iko na revitae Kageregere. Njoo anaikala pale kwa kuuza chakula, anauza chakula ngambo zote. Na hiyo kwa wenyewe wanafahamia ile fasi kwa saa hizi wiko wanaona. Juu kabisa kama adui wanamwachia pale, vraiment tukingali munani mubaya, tukingali muhali mubaya, manake pale itakuwa hatuya sukuma adui. Tu ameingia mwingi sana, mwingi. Habari hiyo nimewapatia. Le général Somo Kakule Évariste n'a fait qu'exécuter les instructions de la haute hiérarchie militaire. L'ordre émanait du commandement suprême des et prescrivait clairement la reprise de la conduite de toutes les opérations militaires dans la province du Nord Kivu par le gouverneur militaire. Dans une armée républicaine, les ordres légaux reçus doivent être exécutés avec discipline, loyauté et professionnalisme. RDC, c'est la fin du chèque en blanc, l'érosion du modèle de Paul Kagame et l'isolement diplomatique du Rwanda, Julien Paluku, après les sanctions contre Kigali. Monsieur le journaliste, moi je pense que ça vient de lever définitivement les voiles sur le modèle économique du conflit. Je l'ai dit plusieurs fois que la source de tous ces conflits dans la région des Grands Lacs, c'est le pillage des ressources. Et je crois aujourd'hui que le département du Trésor a confirmé toute ma thèse. C'est après avoir sanctionné les généraux que vous connaissez, Moubarak a été sanctionné, James Kabarebe a été sanctionné, le général qui porte votre nom, Stanislas Gashugi, qui est le patron des forces spéciales rwandaises, a été sanctionné, toute l'armée rwandaise a été sanctionnée, et vous savez, la règle 50 de l'OFAC, qui est cet office, le département du Trésor, dit que toutes les entités qui collaborent avec les personnes sanctionnées doivent être sanctionnées. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment l'asphyxie financière par effet domino international. C'est le démantèlement de la chaîne de blanchissement de l'or. C'est la fin de l'exception rwandaise et du narratif de la culpabilité occidentale. Vous savez, depuis 30 ans, le Rwanda a toujours considéré que, bon, il a été victime du génocide et il s'est nourri de cette image-là pour faire des dégâts dans la région des Grands Lacs. Et c'est la fin, donc, pour moi, du chèque en blanc. C'est l'érosion du modèle de Paul Kagame. C'est l'isolement diplomatique. Et donc, ça conforte ma thèse que les véritables FDLR que le Rwanda poursuit en République démocratique du Congo s'appellent Minéré et le département du Trésor vient de le confirmer. Voilà ma réaction à chaud. RDC. Pendant toutes les guerres que le Nord Kivu a connues, la première cible a toujours été Rubaya pour contrôler les minerais des 3T. La deuxième cible, c'est Kishiché pour les pyrochlores. La troisième, c'était Walikale pour contrôler Alphamine. Bon, j'étais gouverneur du Nord Kivu, dirigé par moi-même, mais ce n'était pas sous l'emprise de l'armée rwandaise. Mais comme vous savez, j'ai dirigé une province qui a connu des rébellions. D'abord les CNDP de Laurent Nkunda, ensuite les M23 de Bosco Ntaganda et de Sultani Makenga. Et ils ont occupé effectivement ces espaces-là. Pendant toutes les guerres que le Nord Kivu a connu, la première cible a toujours été Rubaya pour contrôler les minerais de 3T. La deuxième cible, c'est Kishiché, là où se trouvent les pyrochlores. Et donc, la troisième cible, c'était Walikale pour aller contrôler Alphamine. Et donc, cette sanction ici conforte la thèse de tous les Congolais de bonne foi que
Paul Kagame est au Congo, pas pour les FDLR, mais parce que ça conforte effectivement son budget. Et je vous donne les chiffres. En 2020, avec 2024, les recettes issues de l'exploitation illicite des minerais en provenance de l'Est ont atteint 1,750 milliard de dollars. Ça, ce sont des chiffres qui sont publiés par tous les sites d'intelligence financière. Vous vous imaginez, les Rwandais qui ne pouvaient même pas produire 10 millions, l'équivalent de 10 millions de dollars l'an pour les minerais qu'il suppose avoir chez lui, comment ces minerais se sont multipliés soudainement sur le sol rwandais pour qu'aujourd'hui, il commence à avoir 1,7 milliard de dollars de recettes issues de l'exploitation minière. Je l'ai dit plusieurs fois quand j'étais gouverneur, que tous ces pillages qui étaient faits étaient facilités par tous ces mouvements qui étaient en fait la création du Rwanda, mais utilisant un motif fallacieux comme celui des FDLR, comme celui de la haine tribale, comme celui de la mauvaise gouvernance, alors que, sincèrement, le département d'État qui est composé d'hommes, cette fois-ci qui ne sont pas politiques, conforte la thèse que nous, qu'on appelle souvent politique, avons toujours défendue. Ces sanctions visent un réseau rwandais structuré avec escorte des forces de défense rwandaises. Est-ce que cela confirme à votre sens que le Rwanda mène une guerre économique organisée contre la RDC, pas seulement militaire? Ce n'est pas seulement une guerre économique, c'est une violation même des accords de Washington, parce que le Rwanda a signé de devoir retirer ses troupes, mais quand le rapport de l'OFAC dit que ces minerais ont été escortés par l'armée rwandaise, ça confirme la thèse que l'armée rwandaise est encore sur le sol congolais. Et donc, l'explication que j'ai toujours fournie depuis tout le temps, que la guerre est économique, cette explication est confortée aujourd'hui par ces sanctions qui ne sont pas les premières. J'ai rappelé ici la péripétie des sanctions dont le Rwanda je sais pas comment dire, qui ont frappé les Rwandais en fait. Donc je considère pour ma part que la thèse des sanctions aujourd'hui confirme celle d'une guerre économique à l'est de la RDC. Et depuis que j'ai été gouverneur, je vous ai dit comment ces mouvements rebelles-là se nourrissaient des espaces qui sont essentiellement des espaces miniers au Nord Kivu particulièrement. Vous êtes RDC. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, plaide pour que des sanctions soient prises contre les grands consommateurs de l'or pillé à l'est du Congo. Si aux Émirats, si en Chine, on bloque les comptes et les transactions financières, ce sera la fin de cette aventure de 30 ans, a-t-il lancé, annonçant que la RDC se réserve le droit de saisir le département du Trésor américain pour étendre les sanctions jusqu'aux acheteurs finaux. Le ministre a également révélé qu'un accord RDC-Émirats arabes unis portant sur la traçabilité de l'or jusqu'à sa destination finale sera soumis à la ratification de l'Assemblée nationale lors de la session extraordinaire. Non, bon, ce n'est pas à nous d'arrêter ces minerais, c'est plutôt aux pays destinataires de devoir s'interroger sur la provenance de ces minerais. Et c'est la raison pour laquelle, vous m'avez vu, je crois, il y a quelques mois, je suis allé aux Émirats arabes unis après des travaux intenses de plus de 6 mois pour travailler sur un accord global économique entre la RDC et les Émirats arabes unis. Parce que la principale destination de l'or que le Rwanda puise du territoire congolais, c'est effectivement l'espace asiatique. Et donc, dans cet accord que nous allons soumettre d'ailleurs pendant cette session extraordinaire à la ratification de l'Assemblée nationale, eh bien, cet accord permet de suivre la traçabilité des minerais qui arrivent jusqu'aux Émirats arabes unis. Et donc, cela oblige tous ces pays qui, en fait, sont les destinataires de cette mafia rwandaise de pouvoir s'interroger. Parce que si cela continue, on va saisir les mêmes offices du département de Trésor pour que jusque là où l'or va, on aille aux sanctions jusqu'aux consommateurs. Comme ça sera une leçon à travers le monde que la République du Congo est en train de suivre à pas. Parce qu'on peut bien sanctionner les Rwandais, mais si on ne sanctionne pas les entités consommatrices de l'or en provenance du Rwanda, eh bien le Rwanda continuera à faire ce qu'il fait. Mais si aux Émirats arabes unis, si en Chine, si telle part, on sanctionne, on bloque les comptes, il n'y a plus de transactions financières,
je crois que ça sera la fin de cette aventure que le Rwanda a faite depuis 30 ans dans notre pays, particulièrement dans sa partie est. La RDC a signé un accord stratégique sur le minerai avec les États-Unis. Washington sanctionne dans le même temps des acteurs qui pillent ces mêmes minerais. Est-ce que cet accord change réellement quelque chose dans la chaîne d'exportation ou reste-t-il un document diplomatique pendant que l'or congolais continue de financer la guerre à l'Est? Moi, je crois que pour autant que le Nord Kivu et le Sud Kivu ne seront pas sous contrôle du gouvernement congolais, et c'est le travail que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire, eh bien, il sera difficile de contrôler tous ces mouvements, tous ces trafics illicites de Rubaya vers Kigali ou de toutes ces zones du Sud Kivu, Calais, Twangiza. On aura difficile parce que c'est eux qui contrôlent les frontières. Aujourd'hui, les frontières de Bunagana, les frontières de la petite et la grande barrière, les frontières de Ruzizi ne sont pas contrôlées par le gouvernement. Et donc, à ce stade, on ne peut pas accuser le gouvernement de ne pas maîtriser les circuits des trafics illicites des minerais. Et je crois que les États-Unis, avec la RDC, sont dans un schéma de récupération de cet espace de l'Est, particulièrement Goma et Bukavu, pour qu'on se rassure de la mise en œuvre de cet accord et du retour de l'autorité de l'État tel que stipulé dans l'accord. Washington. RDC. J'étais sur le chemin de la mort parce que j'étais le seul à croire en la République, alors qu'au-dessus de moi, la théorie du complot s'armait, évoquant Joseph Kabila, aujourd'hui à Goma, sous la protection de Kagame et de Sultani Makenga, que Kabila avait lui-même radié des FARDC, Julien Paluku a été cinglant. Les masques sont tombés, on a été dupé pendant de longues années. Et d'interroger, qui peut comprendre qu'un président honoraire, après 18 ans au pouvoir, se retrouve dans les bras de ceux qui nous demandaient hier de combattre? Question difficile. Ça soulève la théorie du complot, en fait. En fait, la théorie du complot a 3 axiomes. Le premier axiome, c'est que rien n'arrive au hasard. Le deuxième axiome, c'est que tout ce qui arrive est le résultat d'une intention cachée. Et le troisième axiome dans le complot, dans la théorie du complot, c'est effectivement que rien n'est ce qu'il paraît être. C'est-à-dire, la réalité officielle est souvent une mise en scène destinée à tromper les masses. Et donc, moi, me fondant sur cette triptyque de la théorie du complot, je comprends que lorsque Joseph Kabila se retrouve à Goma aujourd'hui, et je l'ai écrit dans les bras de Paul Kagame, et sous la protection de Sultan Makenga, qu'il a chassé hier de l'armée, cela conforte cette théorie du complot que rien n'arrive au hasard et que donc, depuis des années, nous avions cru en la République, croyant que nous étions de travailler ensemble, alors que, au-dessus de nous, il y avait quelqu'un qui nous driblait et qui finalement s'est révélé. C'est ce que j'ai dit dans mes tribunes, que finalement les masques sont tombés et on a découvert qu'était l'homme qui se prévalait être le défenseur et qui nous demandait que nous devons lutter contre ces rebelles du M23, aujourd'hui, qui se retrouvent entre leurs mains. Et c'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, mais qui peut comprendre le président de la République honoraire de se retrouver dans les bras de Kagame, dans les bras de Makenga, gardé par eux après 18 ans au pouvoir? Ça, c'est quand même très grave. Un Congolais normal doit s'interroger sur cette présence de l'ancien président à Goma et au Rwanda. Il peut avoir ses raisons pour dire il a été ceci, il a été cela. Ça ne lui donne pas l'occasion, en tout cas, de prendre les armes contre la République qu'il a dirigée pendant 18 ans. Et ça, pour moi, c'est l'angle de la rupture totale, c'est l'angle de la vigilance auquel j'invite la population parce que on a été dupé pendant de longues années. Je le dirai tous les jours, tout le temps. On pourra me traiter de tous les mots, mais je sais ce que j'ai dit parce que j'ai géré le Nord Kivu en conflit avec des problèmes sérieux où j'ai échappé à des embuscades, j'ai échappé à des attentats. Je suis allé dans les maquis rencontrer à gauche, à droite tous ces rebelles pour tenter de les convaincre de sortir.
Mais c'est aujourd'hui que je me rends compte que j'étais sur le chemin de la mort. Parce que finalement, j'étais le seul à croire en la République. J'étais le seul à croire qu'il fallait sauver ce pays, alors qu'au-dessus de moi, c'était plutôt la théorie du complot qui était en train de se tramer. Et donc, il y en a qui sont morts avec qui nous Évidemment que avons Joseph fait cette Kabila n'a idée. jamais reconnu toutes ces accusations. Mais bon, je ne suis pas ici en train de faire un procès d'intention, mais j'ai fait un constat implacable de ce que vous et moi et toute l'opinion a constaté lors de la présence de l'ancien président à Goma, gardé par les troupes de Makenga, qu'il a radié, lui, des forces armées. J'ai toutes les décisions de radiation de Sultan Makenga de l'armée, des forces armées. Comment on peut expliquer cela? C'est en fait toute la rage que j'ai de ce que j'ai connu comme gouverneur. Ceux qui m'ont vu en 2017, lorsque je célébrais mes 10 ans d'anniversaire, j'étais devenu l'homme le plus maigre presque de la planète. Et je vais publier cette photo peut-être après cette émission pour que les gens se rendent compte de comment on a souffert pour lutter contre ces inciviques-là aujourd'hui qui ont accueilli très favorablement un ancien chef d'État. Donc pour moi, c'est sans embâche que je réaffirme que c'est inacceptable cette attitude d'un ancien président qui a dirigé ce pays de se retrouver dans les bras de Kagame et ceux de Makenga. Alors, on avance, hein, Julien Paluku. RDC. Julien Paluku a livré un récit inédit sur ses 12 ans au Nord Kivu. Ma candidature avait été rejetée par Kabila. J'ai gagné comme indépendant, a-t-il révélé, précisant que sur 11 provinces, le PPRD n'en avait remporté que 5 ou 6 en 2007. La réaction de Kinshasa fut immédiate. Une première motion de destitution dès juin 2007, suivie d'une lettre de Laurent Nkunda, demandant lui-même sa déchéance à l'Assemblée provinciale en octobre, puis 5 motions au total entre 2007 et 2009, toutes signées par les députés PPRD et MSR. Kinshasa ira jusqu'à couper la rétrocession budgétaire de la province après ces critiques publiques. Ceux qui m'ont vu en 2017, lors de mes 10 ans d'anniversaire, savent que j'étais devenu l'homme le plus maigre de la planète, a-t-il confié. Je suis sorti comme un stratège d'un environnement pas très sain. Je ne sais pas si je peux parler de ma part de responsabilité ou de ce que j'ai apporté. Vous savez, lorsqu'à un moment donné, on se battait contre les M23, il y avait 3 options. Il y a l'option politique, l'option diplomatique et l'option militaire. Tous les enfants du Nord Kivu, toutes les filles du Nord Kivu, tous les fils du Nord Kivu savent que Julien Paluku a été le défenseur de l'option militaire, contre parfois la vie de Kinshasa. Vous vous rappelez, à un moment donné, j'ai critiqué même le pouvoir central lorsque je voyais des réunions sur ce qu'ils appelaient troïka économique. Et j'avais dit, comment on doit régulièrement faire des troïkas économiques au lieu de basculer vers la troïka sécuritaire. Et je vous informe que après cette déclaration, le pouvoir de Kinshasa avait coupé ma rétrocession. On a coupé la rétrocession de la province pour dire, mais ce gouverneur-là, comment il commence à émettre des avis comme ça sur le pouvoir central. Et c'est ce qui m'a donné, à l'époque comme gouverneur, l'occasion d'imaginer un modèle local de financement des projets et j'ai créé un système de partenariat public-privé avec la Fédération des entreprises du Congo pour créer avec l'Assemblée provinciale une taxe, une parafiscalité par une taxe conventionnelle. Et c'est cette taxe qui m'a aidé à financer les infrastructures. Aujourd'hui, les rebelles, ils sont dans une ville qui a été réhabilitée par les efforts que nous avons faits avec la FEC Nord Kivu et c'est l'une des meilleures villes. Donc, je vous donne ces éléments-là pour vous montrer comment on a souffert par la politique à l'époque du pouvoir central, mais comme les compétences sont d'attribution, il y a des questions, par exemple, d'ordre militaire et de la défense nationale qui ne relèvent pas, ou qui ne relèvent même pas jusqu'aujourd'hui du gouverneur, et pour lesquelles je n'ai pas de compte à rendre à personne, parce que ni l'armée, ni la police n'est sous la gestion d'un gouverneur au terme de tous les textes légaux qui régissent la République démocratique du Congo. Joseph Kabila est aujourd'hui condamné par la justice congolaise et sanctionné par les États-Unis pour soutien à l'AFC M23, le même AFC M23 qui occupe des territoires que vous avez administrés. Avez-vous été aveugle
complice ou simplement impuissant face à ce qui se construisait? Bon, moi, je peux vous dire que, parce que vous me donnez l'occasion de parler finalement de l'ancien président, vous savez, quand j'ai été élu gouverneur, parce que vous avez dit comment j'ai gouverné la province, la République avait 11 provinces. Quand on annonce les élections de gouverneurs, les PPRD, qui étaient les partis présidentiels, veut gagner presque toutes les provinces, toutes les 11 provinces, et il aligne sur les provinces. Et je vous informe, peut-être ça c'est une nouveauté pour tous les auditeurs, le PPRD n'a pas gagné les 11 provinces. Sous Joseph Kabila, le PPRD n'a gagné que 6 provinces sur les 11. C'est-à-dire, c'est le Katanga avec le gouverneur Moïse Katumbi, c'est Kinshasa avec André Kimbuta, c'est la province orientale avec Medera Uchaya Senga qui est décédé, c'est le Sud Kivu avec Célestin Chibalonza, et je crois c'est le Maniema avec Didi Manara, et le Bandundu qui est la 6e province avec Dr Richard Ndambo. Mais je vous informe que 5 provinces ont été gagnées par des indépendants et des gens des partis qui s'opposaient au président Joseph Kabila. C'est l'Équateur avec José Makila, c'est le Congo central avec Mbachimbacha qui était un indépendant, c'est le Kasaï occidental avec Trésor Kapuku qui était d'IRCD, c'est le Kasaï oriental avec Ngoïka Sanji qui n'était pas PPRD à l'époque, et je vous informe que c'est le Nord Kivu avec Julien Paluku qui n'était pas PPRD, qui était un candidat indépendant parce que sa candidature avait été rejetée par Joseph Kabila à l'époque. Ces révélations-là, les gens qui sont nés, qui ont 20 ans, 30 ans, ils ne connaissent pas, parce que quand j'ai été élu gouverneur en 2007, ils avaient 1 an pour la plupart, 10 ans pour les autres. Donc c'est vous dire que j'ai commencé dans un environnement où j'ai battu les candidats de l'alliance de la majorité présidentielle comme gouverneur, et les gens m'ont dit, attention, comme vous venez d'être élu gouverneur contre le président, contre le candidat du président de la République, vous allez faire face à 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il va chercher à vous attaquer pour tenter de vous faire partir. Le deuxième problème, c'est que vous arrivez pour changer la gouvernance du Rwanda, parce que le RCD qui gouvernait à cette époque, c'était l'émanation du Rwanda. Et donc, j'ai fait face à 2 problèmes. 1, gagner le candidat du président de la République, et 2, remplacer le pouvoir de Kigali qui était installé à Goma. Et ça ne m'a pas permis, effectivement, de bien évoluer, parce que 1 mois après l'investiture de mon gouvernement, la première motion a été conçue à Kinshasa, et on voulait me faire partir, au mois de juin 2007. Ça n'a pas marché. Je vous informe, et ça c'est une information particulière, le 14 octobre 2007, Laurent Kunda, qui dirige le CNDP, qui fait la guerre contre le Nord Kivu, il fait une lettre à l'Assemblée nationale, disons à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, une lettre adressée à l'Assemblée pour demander à l'Assemblée de me déchoir. Et en novembre 2007, une motion est déposée signée par tous les députés provinciaux du PPRD et du MSR pour me faire partir. Et ça n'a pas fini. En 2008, en 2009, j'ai fait face à 5 motions pour me faire partir parce que simplement, j'ai gagné les candidats de l'alliance de la majorité présidentielle et donc du président Kabila. Je voudrais quand même restituer cela à la nation pour que les gens, à un moment donné, cessent de croire que moi, je suis une création et que moi, je n'ai évolué que sous Joseph Kabila comme un enfant de cœur. C'est des éléments probants. Vous pouvez demander à tous les notables du Nord Kivu, ils vous confirmeront ces informations. Et l'un des notables avec qui nous sommes au gouvernement, c'est le ministre d'État Mwindo Nzangi. Il va vous dire, effectivement, c'est ce que je vous raconte ici, que c'est le calvaire que j'ai traversé comme gouverneur du Nord Kivu, et j'ai navigué dans ces méandres-là politiques pour que je m'en sorte et pour qu'aujourd'hui vous me voyez avec la tête de Julien Paluku, devenu ministre du Commerce extérieur. Donc, je m'arrête là pour vous dire comment j'ai navigué dans un environnement pas très sain, mais dans lequel je suis sorti comme... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.